Bonsoir à tous, bienvenue dans 64 minutes. Voici les titres de l'actualité. Situation du jour. Les États-Unis ont demandé à leurs ressortissants de quitter immédiatement le Venezuela, invoquant une situation jugée instable sur place, sans préciser exactement toutes les menaces, mais soulignant un climat de forte tension sécuritaire. Le Monde préfère Big décision politique américaine. Le président américain Donald Trump a signé un décret pour protéger les revenus pétroliers vénézuéliens détenus aux États-Unis. Cette mesure vise à garantir que les revenus de ces actifs ne soient pas utilisés pour contourner les sanctions ou financer des activités contraires à la politique étrangère américaine. Le Monde préfère aux réactions internationales des organisations politiques, syndicats et citoyens en France et en Colombie ont publiquement condamné ce que certains qualifient d'agression américaine au Venezuela, remettant en question les arguments de Washington. Prensa Latina. Et contexte élargi, selon des informations régionales, des marches et soutiens pro-Maduro continuent à Caracas, notamment une semaine après l'enlèvement du président Nicolás Maduro par des forces américaines dans une opération nommée Absolute Resolve, le Journal de Québec. Ce conflit diplomatique et militaire est l'un des faits majeurs du 10 janvier, avec des implications sur la légalité internationale, les marchés pétroliers et les alliances régionales. 2. Iran. Soulèvement populaire, répression et tensions internationales. Un mouvement de protestation. Depuis fin décembre 2025, des dizaines de milliers d'Iraniens manifestent contre le régime dans des dizaines de villes comme Téhéran, Shiraz, Mashhad ou Rasht. Les manifestations ont d'abord commencé en réaction à la crise économique, mais elles se sont élargies en appel à la fin du régime théocratique. Le Monde FR+1. Répression violente. L'État a intensifié son usage de la force, notamment avec des tirs à balles réelles, gaz lacrymogène et des opérations musclées de police. Des dizaines de personnes ont été tuées, des milliers arrêtés et au moins 65 morts ont été rapportés par des organisations de défense des droits humains, bien que le nombre réel puisse être plus élevé. Une chose est sûre, la contestation ne faiblit pas. Depuis jeudi, elle semble même s'intensifier. Ici, toujours à Téhéran, une mosquée en feu. Là, les protestataires ont incendié un bâtiment du gouvernement. La révolte a atteint plusieurs autres villes du pays, Mashhad, Ispahan, Tabriz. Fragilisé depuis la guerre de cet été, le régime peut-il tomber ? À l'étranger, les Iraniens de la diaspora sont suspendus au moindre signe de fébrilité. Le régime est fébrile et il est fébrile maintenant depuis plusieurs semaines au moins. Il va se battre jusqu'au bout, c'est certain. Depuis plusieurs jours, il y a des cargos russes et biélorusses qui font des allers-retours à Téhéran et qui laissent à penser que la Russie et la Biélorussie sont en train d'acheminer des armes pour permettre aux forces de sécurité de réprimer la population. Donc, il faudra voir également ce qu'il en est. En tout cas, on est à la fois plein d'espoir, mais aussi très préoccupé naturellement par la situation. Des informations difficiles à vérifier dans l'immédiat. Jeudi et vendredi, la police aurait tiré à balles réelles sur des manifestants dans plusieurs villes. Ces 2 dernières semaines, au moins 65 personnes ont été tuées et plus de 2300 arrêtées, selon l'agence Human Rights Activist. Après de violents affrontements en Syrie, l'armée annonce contrôler le dernier quartier kurde d'Alep. Les combattants kurdes, eux, affirment que les combats se poursuivent. Héloïse Blondel est notre envoyée spéciale à Alep. Elle était avec des familles contraintes de fuir et qui se sont réfugiées dans des mosquées. Oui, je me trouve devant l'un des 2 quartiers à majorité kurde d'Alep. Et ici, les destructions sont massives. Depuis plusieurs jours, ces rues sont le théâtre d'intenses affrontements entre les forces gouvernementales syriennes et les forces kurdes. Alors après cette nuit de combats acharnés, les 2 quartiers au cœur des tensions ont été repris à 90% par les forces gouvernementales. Elles ont appelé les combattants kurdes à déposer les armes, mais sur le terrain, la situation reste très tendue. Les derniers combattants résistent, retranchés dans les immeubles. Et pour les civils aussi, l'épreuve est loin d'être terminée. Sous les bombardements, plus de 155 000 habitants ont fui dans l'urgence, abandonnant leur maison pour échapper au combat.
De nombreuses familles ont pu trouver refuge dans les mosquées, transformées en abris de fortune. Dans Zeid Abdin, plus de 300 personnes dorment aujourd'hui à même le sol, dans l'attente d'un retour au calme. Nadia Fayat a fui avec son fils handicapé. Je vous propose de l'écouter. Dans la nuit, une bombe est tombée près de notre maison et les vitres de la cuisine ont été brisées. C'était un sniper. Mon fils, qui est handicapé, a commencé à pleurer parce qu'il avait peur. Ici, je me sens en sécurité. Ici, on n'a pas de bombardement, on n'entend pas les sons des affrontements qui nous terrifient. Voilà, malgré tout, l'incertitude demeure. À Alep, pour ces familles déplacées, la priorité reste maintenant de se mettre à l'abri, sans savoir si elles pourront rentrer chez elles. Nous ne voulons pas être américains, c'est ce qu'ont répondu les partis groenlandais à Donald Trump. Le président américain continue ses menaces. Il se dit prêt à tout pour s'emparer de ce territoire, que ce soit de la manière douce ou de la manière forte, a-t-il déclaré. Lola Colomba. Le froid règne dans les rues de Nuuk et dans le cœur des Groenlandais rencontrés. Face à la menace posée par Donald Trump et sa proposition d'acquérir ce territoire autonome danois, les habitants restent fermes. Si Trump vous donnait de l'argent, est-ce que vous envisageriez de devenir américain ? Non, je dirais non merci. Je n'ai pas besoin d'argent. Non merci, ce n'est pas du tout ce que nous voulons. Ces derniers jours, les représentants politiques groenlandais ont également haussé le ton. Ils ont signé une déclaration commune vendredi soir. « Nous ne voulons pas être américains », disent-ils. Le Groenland n'a jamais été à vendre et ne le sera jamais. Rien n'a donc changé du côté groenlandais. Nous voyons que les États-Unis essaient de dire qu'ils n'excluent pas l'annexion de notre pays et qu'ils sont également intéressés par d'autres moyens d'obtenir notre pays. Mais cela ne nous intéresse pas. Même si, au sein de l'opposition, des voix alternatives s'élèvent. Nous avons encouragé notre gouvernement actuel à engager un dialogue avec le gouvernement américain sans le Danemark, car le Danemark contrarie à la fois le Groenland et les États-Unis par sa médiation ou par ce qui, dans la meilleure intention du monde, est probablement une tentative de faire échouer toute discussion sur l'indépendance. Donald Trump martèle que le contrôle du Groenland est une question de sécurité pour les États-Unis. Sinon, affirme-t-il, c'est la Chine ou la Russie qui l'occuperont à leur place. 6 jours après avoir fait enlever le président vénézuélien Nicolas Maduro, Donald Trump pousse les dirigeants des grandes compagnies pétrolières américaines à exploiter les hydrocarbures vénézuéliens. Mais l'industrie du pétrole, vous allez le voir, ne montre pas le même enthousiasme que le président américain. Lola Colomba. Il les a réunis autour de la table de la Maison-Blanche. La presse, les membres du gouvernement et surtout les directeurs des grands groupes pétroliers américains. Dans l'Assemblée, des poids lourds du secteur comme l'américain Continental Resources, mais aussi l'italien Eni ou l'espagnol Repsol. Selon le président américain, l'ensemble de ces dirigeants seraient prêts à investir au moins 100 milliards de dollars au Venezuela, qui dispose des plus grandes réserves de pétrole au monde. Nous allons donc discuter de la manière dont ces grandes entreprises américaines peuvent aider à reconstruire rapidement l'industrie pétrolière vénézuélienne en ruine et à produire des millions de barils de pétrole au profit des États-Unis, du peuple vénézuélien et du monde entier. Mais face à lui, certains dirigeants se montrent échaudés, comme le représentant d'ExxonMobil, une société partie du Venezuela en 2007, par refus de renégocier son contrat avec l'ancien président Hugo Chavez. Celui-ci avait alors imposé l'actionnariat majoritaire de Caracas dans les activités de toutes les compagnies américaines. L'entreprise a par la suite poursuivi le gouvernement vénézuélien devant les tribunaux d'arbitrage internationaux. Nos actifs ont été saisis à 2 reprises dans ce pays. Vous pouvez donc imaginer que pour y revenir une 3e fois, des changements assez importants seraient nécessaires par rapport à ce que nous avons connu historiquement et à la situation actuelle. Si l'on examine les structures et les cadres juridiques et commerciaux aujourd'hui en place au Venezuela, il est impossible d'y investir actuellement. Dans un entretien publié dans la presse jeudi, le président américain a affirmé que les États-Unis pourraient conserver le contrôle du Venezuela pendant plusieurs années. Washington exclut pour l'heure d'y organiser des élections. L'Afrique du Sud accueille depuis ce vendredi des navires militaires chinois, iraniens et russes pour des exercices navals du BRICS+. De quoi irriter Washington, mais pas seulement. Les Ukrainiens appellent Pretoria à cesser leur coopération avec la marine russe. Écoutez. Il est triste et difficile pour nous de voir que la marine russe, qui tue des Ukrainiens, s'entraîne en ce moment dans les eaux sud-africaines. Nous demandons donc à l'Afrique du Sud de mettre fin à sa coopération avec la marine russe en matière de formation.
Revenons à présent sur l'incendie du Constellation à Crans-Montana en Suisse. Le propriétaire du bar a été entendu par la justice hier et placé en détention préventive. On en sait un peu plus sur ces déclarations. Nous sommes en direct avec notre correspondant en Suisse, Michel Cerutti. Bonsoir Michel, il y a donc de nouveaux éléments dans cette enquête. Bonsoir, effectivement, les deux choses qui sont apparues de cette audition dont on a eu connaissance aujourd'hui, c'est que, alors, il y a eu une mésinformation, on va dire ça comme ça. On a appris tout d'abord que la sortie de secours du sous-sol avait été verrouillée, et puis finalement, ce n'est pas celle-là. Il y a eu une correction qui a été faite, c'est la porte de service du rez-de-chaussée qui avait été verrouillée, et qui a finalement été ouverte par Jacques Moretti lui-même lorsqu'il était arrivé sur les lieux. Et lorsqu'il l'a ouverte de l'extérieur, il a découvert plusieurs corps qui étaient derrière cette porte et qui était inanimée. Alors c'est important, pourquoi? Parce que bien si cette porte a été verrouillée de manière intentionnelle, aujourd'hui Jacques Moretti dit qu'il ne sait pas pourquoi cette porte était verrouillée, eh bien l'accusation pourrait changer. Aujourd'hui les prévenus, on leur reproche des lésions corporelles graves, un incendie par négligence, et homicide par négligence. Si cette porte avait été verrouillée en toute connaissance de cause, cela pourrait être changé en meurtre par dol éventuel. Le dol, eh bien, c'est un élément de loi qui punit celui qui a connaissance d'un danger, mais qui espère que ça ne se produira pas et qui s'en accommode. Et à ce moment-là, eh bien, l'accusation devient très différente. Et puis la deuxième chose qu'on a appris, eh bien, c'est que cette fameuse mousse qui s'est enflammée, c'est Jacques Moretti lui-même qui l'a changée au plafond en 2015 lorsqu'il a fait les travaux. Il l'a acheté dans un magasin, dans une grande enseigne de bricolage de la région. Et c'est lui qui a fait les travaux. Donc une porte était fermée, elle n'aurait certainement pas dû l'être, et si elle avait été ouverte, elle aurait pu sauver des vies. Et puis cette mousse, eh bien, manifestement, a été mise en place par le propriétaire. On ne sait pas du tout si elle répondait. Manifestement, vu les conséquences, elle ne répondait pas à des exigences de sécurité très élevées, ce qui pourrait très certainement alourdir soit le chef d'accusation, soit la peine qui pourrait être retenue contre Jacques Moretti et Jessica Moretti. Merci beaucoup Michel Cerutti pour toutes ces précisions. Dans l'actualité également, l'accord de l'Union européenne avec le Mercosur sera signé le 17 janvier au Paraguay. Au lendemain de cette validation, les agriculteurs ne décolèrent pas. Regardez ces images à Athlone, dans le centre de l'Irlande. Plusieurs milliers d'agriculteurs se sont rassemblés pour protester contre cet accord. Ils s'inquiètent notamment de la concurrence issue de l'importation de viande de bœuf à moindre prix. Dans l'actualité politique en France, c'est toujours l'instabilité qui règne. L'exécutif a brandi la menace d'une nouvelle dissolution en cas de censure avec des élections législatives anticipées au mois de mars en même temps que les municipales. Un sujet de notre partenaire France Télévisions. Il est signé Caroline Motte. Emmanuel Macron pourrait-il prononcer ces mots dans quelques jours? Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Le chef de l'État et le Premier ministre sont alignés. Si le gouvernement est censuré, une dissolution aura lieu. Un avertissement après le dépôt d'une motion de censure de la France insoumise qui s'oppose à l'accord avec le Mercosur. L'exécutif s'adresse avant tout aux Républicains et aux socialistes pour que le pays ait enfin un budget. On est conscient de la nécessité qu'il y ait un budget, mais on se déterminera sur le fond et pas par rapport à une menace de dissolution. Selon une source au sein de l'exécutif, le Premier ministre a même demandé au ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, de préparer l'organisation d'éventuelles élections législatives aux mêmes dates que les municipales, les 15 et 22 mars. Une menace qui n'impressionne pas Jean-Luc Mélenchon, prêt, s'il le faut, à retourner aux urnes. Moi, j'ai rien d'autre à lui dire que ça. Ben vas-y, chiche, fais le bonhomme pour voir. Il restera zéro macroniste. Sur notre plateau ce matin, même réaction du Rassemblement national qui s'apprête lui aussi à déposer sa propre motion de censure. La dissolution, vous savez que ce mot sonne doux à nos oreilles, puisque ça fait des mois qu'on la réclame, donc on a envie de dire chiche, mais enfin, il ne faudrait pas que ça soit retenez-moi ou je fais un malheur de la part du Premier ministre. En réalité, ces motions contre l'accord avec le Mercosur ont peu de chances de faire tomber le gouvernement. Le vrai risque, ce serait une motion de censure en cas de déclenchement de l'article 49.3 pour faire passer le budget. Un coup de force que Sébastien Lecornu avait promis d'éviter. Allez, on ouvre notre page football. Maroc 2025, les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est avec Florent Krebseg.
Alors, on va revenir, Florence, sur ce quart de finale entre le Mali et le Sénégal, deux pays frères, côté supporters cette fois-ci. Exactement, le derby entre frères ou entre cousins, comme on dit, a été suivi hier soir dans de nombreux endroits sur la planète, entre frères et entre cousins. Un peuple, un but, une foi, eh bien, ils ont là, les deux pays, vous le voyez, ont la même devise. Le but a été marqué pour le Sénégal, mais la soirée a été partagée avec un très très bel esprit, notamment à Paris, où vous allez le voir. Les deux camps ont effectivement des valeurs communes, y compris en cuisine. Pour les réseaux sociaux de TV5 Monde, Maëlys Boucher a dégusté hier soir ce match, mais aussi un tiep banane. Extrait. Vendredi soir, TV5 Monde a suivi le match Mali-Sénégal, le derby d'Afrique de l'Ouest à la CAN, ou plutôt le derby du Tchèp. Alors qui gagnera ce duel? Il y a une vraie histoire entre ces deux pays, donc ce match-là, il a une autre saveur, il a un autre goût. C'est pas comme avec la Tunisie. Là, c'est Sénégal-Mali. Là, je suis au Mali, là, je suis au Sénégal. Et en vrai, il y a quoi qui change? Rien du tout. Ce sont mes frères, on a les mêmes couleurs, mais sauf l'étoile. On mange du tchèp, eux, ils mangent du tchèp banane, tu vois. Les lions, là, ils ont la rage, ils vont rugir. Voilà, il n'y a pas de surprise. Mais les Maliens, on lâche rien parce que les aigles ne volent pas avec les pigeons. Et ni avec les lions, d'ailleurs. Je suis très déçue parce qu'on a eu pas mal d'occasions, sachant que le but qu'on s'est mangé, franchement, c'est juste une erreur. Et on aurait tellement pu aller aux prolongations. Donc, mais bon, on a fait au mieux. Tensions internationales. Des officiels américains ont discuté publiquement de possibles options militaires contre l'Iran, y compris des frappes ciblées sur des sites militaires iraniens si la répression des manifestants se poursuit. Cela a été confirmé par des sources d'information internationales. News.com.au. La crise en Iran est multidimensionnelle, sociale, politique, technologique, coupure Internet et diplomatique, risquant d'avoir des conséquences régionales importantes. 3. États-Unis. Réactions aux violences policières et manifestations. Affaire de Minneapolis. Une femme, Renée Nicole Good, 37 ans, a été tuée par un agent fédéral de l'immigration et des douanes, ICE, à Minneapolis, ce qui a déclenché des protestations massives, et mobilisation de masse. Tens of thousands, dizaines de milliers de manifestants ont défilé dans les rues de Minneapolis pour dénoncer la violence policière et exiger des réformes du système d'immigration et de la police fédérale. Reuters, ou extension des protestations. Des événements et rassemblements similaires sont prévus dans plus de 100 villes des États-Unis, notamment à Portland, suite à d'autres tirs par des agents fédéraux. The Guardian. C'est l'un des mouvements sociaux les plus vastes depuis plusieurs années aux États-Unis, reflétant une colère profonde contre les pratiques de l'ICE et la militarisation de l'application des lois d'immigration. 4. Autres actualités internationales importantes du 10 janvier. Europe et conflit Russie-Ukraine. Les forces russes ont mené plusieurs frappes militaires contre des cibles en Ukraine, dont des infrastructures énergétiques, utilisant avions tactiques, drones, missiles et artillerie. La situation reste tendue. China.org. Pays-Bas. Les partis politiques néerlandais D66, VVD et CDA ont entamé des discussions pour former un gouvernement minoritaire, marquant une étape politique importante à La Haye. Nandan Online, Groenland. Les dirigeants politiques groenlandais ont publiquement rejeté l'idée que les États-Unis pourraient prendre le contrôle du territoire, affirmant que l'avenir de l'île doit être décidé par ses habitants. China.org. Réunion internationale sur l'énergie. À Abu Dhabi, la 16e Assemblée de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. IRENA a débuté le 10 janvier, réunissant plus de 1500 décideurs mondiaux pour discuter de la transition énergétique globale, de financement climatique et de coopération internationale. Solar Quarter. Tempêtes en Europe. La tempête Goretti a frappé l'Europe du Nord, provoquant de fortes chutes de neige, des vents violents, des coupures d'électricité et de lourdes perturbations des transports, avec des milliers de foyers sans courant. A News Ad.